Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière conférence sur les technologies émergentes. Donc, la dernière présentation, c'est vraiment sur les principes et applications innovantes de l'électrodialyse en industrie laitière. Puis, notre présentateur, c'est le docteur Laurent Bazinet, qui est professeur titulaire au département de sciences des aliments à l'Université Laval, où il enseigne l'ingénierie des procédés industriels agroalimentaires. Il est titulaire de la chaire de recherche en partenariat sur la valorisation intégrée des coûts produits par des technologies alimentaires éco-efficientes dans le cadre d'une économie circulaire. Il est directeur du laboratoire international associé sur la bioproduction d'antimicrobiens naturels. Ses intérêts de recherche portent sur les études des phénomènes électrodialytiques et leur impact sur les composés bioalimentaires et leurs bénéfices santé. Il est reconnu comme le leader mondial de l'électrodialyse avec membrane de filtration et comme faisant partie du 2% des meilleurs scientifiques au monde. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Merci. Donc, les consignes durant la présentation, c'est vraiment, je vous demanderai de fermer votre micro. Vous pouvez laisser votre caméra ouverte pour qu'on puisse vous voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main avec la réaction ou clavarder l'écrire dans le clavardage, puis moi, je vais poser les questions. Donc, je vous laisse, docteur Bazinet. Oui, merci beaucoup Marie-Pierre pour la présentation. Oui, aujourd'hui je vais vous parler des principes et applications innovantes de l'électrodialyse en industrie laitière. C'est pas forcément une technologie qui est très connue ici au Québec, mais qui est quand même extrêmement connue en Europe et aux États-Unis et à travers le monde. Tout d'abord, je vais commencer par une définition de ce que c'est que l'électrodialyse, puis je présenterai un petit peu le principe de façon imagée. Donc l'électrodialyse, à la base, c'est un procédé électrochimique dans lequel ou grâce auquel on va séparer des espèces ioniques. Donc quand on parle d'espèces ioniques ici, ce qui est très important, c'est qu'elles sont chargées, donc elles vont porter une charge électrique et qu'elles sont transportées d'une solution à une autre en migrant à travers une membrane. Et ces membranes-là vont être perméables de façon sélective à certains ions, soit chargés positivement, soit chargés négativement, et cela sous l'influence d'un courant électrique. Si on regarde et qu'on commence un petit peu avant que d'aller plus en détail, et si on regarde un peu l'historique, c'est pas, si on veut bien, c'est pas quelque chose de nouveau entre guillemets, c'est les applications qui sont nouvelles qui sont développées. Donc tout d'abord, si on regarde, en fait, le principe de la dialyse, qui est un procédé, un principe très très connu, date de 1752. L'électrolyse, lui, 1800. L'électrolyse, c'est tout ce qui est réaction aux électrodes. Et vraiment, la première idée de l'électrodialyse simple, ça date de 1890. C'est un brevet par Maigret et Sabat sur le sucre de canne. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle de l'évolution et des développements dans cette technologie-là. Donc, en 1929, il y a eu l'électrodialyse à trois compartiments. Donc, là où on peut faire passer plusieurs solutions. La plus grosse modification, c'est surtout au niveau des membranes. C'est tout ce qui est formulation de membranes qui sont sélectives, de plus en plus sélectives, de plus en plus efficaces. Encore à l'heure actuelle, il y a des chercheurs qui développent des nouvelles formulations de membranes pour toujours optimiser cette sélectivité-là. Théorie de la déminéralisation, donc tout ce qui est plus général, 1960. Et si on regarde 1980, donc c'est pas si vieux que ça, si on veut bien, brevet sur la déminéralisation du lactosérum. 1995, brevet sur la stabilisation tartrique des vins. Ça, c'est une des applications qui s'est beaucoup développée dans les dernières années, en sachant que la déminéralisation du lactosérum, c'est probablement une des plus grosses applications d'électrodialyse conventionnelle. 2007, brevet sur production d'oligomères par électrodialyse avec membrane bipolaire. Je vous expliquerai plus tard comment ça marche. 2012, brevet sur électrodialyse avec membrane de filtration. Là encore, je vous montrerai les principes et les applications que l'on peut avoir dans l'industrie laitière. Pour ceux qui sont très visuels comme moi, donc ici, vous voyez, là, on a une cellule d'électrodialyse, une toute petite cellule d'électrodialyse. Et ici, on a un système complet. Donc, on voit, on a des pompes, on a des débitmètres, on a le générateur de puissance et la cellule qui est à l'arrière, qui est reliée à tout le circuit hydraulique ici du système.
Comme je disais, c'est une toute petite. Celle que je vous montrais, la toute petite, c'est celle que le monsieur tient dans les mains. Donc, toute petite, toute petite. Et vous voyez, on a différentes tailles que l'on peut avoir. Nous, ici au laboratoire, on a cette taille-là, puis on a des grosses tailles jusqu'à des tailles semi-industrielles. Ici, là, vous avez un exemple d'unité d'électrodialyse. Si je me trompe pas, c'est en Écosse pour la déminéralisation du lactosérum. Donc, comment ça marche? Donc, qu'est-ce que c'est que l'électrodialyse, ou du moins à la base de ce qu'on utilise, c'est le module d'électrodialyse. Bah, tout simplement, c'est un empilement de, comme je le disais, de membranes sélectives. Donc ici, en orange, on va avoir les membranes échangeuses de cations. Et ici, en bleu, par exemple, on va avoir les membranes échangeuses d'anions. Donc, on va avoir un empilement de membranes comme ça à l'intérieur d'un système. En fait, ça fonctionne un peu comme un filtre presse, si on veut bien. Donc, on va empiler les différentes membranes et entre chaque membrane, pour que le liquide puisse circuler, on va avoir ce qu'on appelle les espaceurs ici. Donc là, qui vont permettre au liquide de traverser et de circuler au sein du système. Donc on va avoir le liquide, par exemple, qui va rentrer. On va déterminer le chemin. Ensuite, il va monter à l'intérieur d'un espaceur de façon sélective. Bien sûr, on va éviter que ça se mélange. Et ensuite, le produit va ressortir à l'autre bout du système si on veut bien. Donc c'est pareil, c'est comme un filtre presse et ça fonctionne en termes d'empilement comment de secteurs ou de sections comme un échangeur de chaleur. Donc, juste pour imager, donc là, ici, on a nos différentes membranes, membrane échangeuse d'anions, membrane échangeuse de cations. Là, on a nos solutions à l'intérieur, on a nos électrodes de part et d'autre du système. On a une solution de ce qu'on appelle électrolyte ou rinçage des électrodes. Elle ne sert qu'à faire circuler le champ électrique. Donc ici, je vous donne l'exemple, par exemple, du lactosérum qui va circuler, vous voyez, dans ces compartiments-là. Donc, quand on va appliquer le champ électrique, ben, on a effectivement les cations, donc toutes les charges positives qui vont venir traverser les membranes échangeuses de cations. En même temps, bien sûr, comme on a application d'un champ électrique, on a aussi nos anions qui vont traverser les membranes échangeuses d'anions, mais ils vont être bloqués par les membranes échangeuses de cations. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble des espèces ionées qui dans le système ou dans la solution. Donc là, on va passer notre lactosérum. Et ensuite, on va avoir le lactosérum qui est déminéralisé. Et en parallèle, ben, bon, là j'ai marqué une solution de NaCl qui circule dans le second compartiment ici, dans lequel on vient récupérer tous les ions qui sont sortis en fait du lactosérum. Donc on a un lactosérum déminéralisé et on a une solution qui est minéralisée. Ça, c'est vraiment la base et le principe de base de l'électrodialyse. Si on veut aller un petit peu plus loin au niveau de la compréhension de l'électrodialyse, ben, ce qui fait ou ce qui est au cœur de l'électrodialyse, ce sont les membranes que l'on va utiliser. Donc, on a deux types de membranes principales, deux types principaux, pardon, de membranes que l'on peut utiliser. On a ce qu'on appelle les membranes monopolaires et les membranes bipolaires. On a aussi un troisième type de membrane qui vient de faire son apparition récemment. Ça, c'est une technologie que l'on a brevetée, ça fait déjà 7 8 ans. Donc, c'est dans laquelle, dans la cellule d'électrodialyse, on va mettre en parallèle avec des membranes échangeuses d'ions, donc des membranes monopolaires, on va mettre des membranes de filtration, donc des membranes d'UF, de nano ou de microfiltration. Je vais revenir sur chacune de ces membranes-là. Donc, si on regarde au niveau des membranes bipolaires, ben, tout simplement, c'est une matrice sur laquelle on va fixer des charges, comme ici par exemple, on va fixer des SO3-, et ces charges-là vont faire que les ions vont circuler ou non au sein de la membrane. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a des Cl- qui seraient présents. Eux vont vouloir aller vers l'électrode de signe opposé, donc l'anode. Par contre, comme il y a des groupements greffés SO3-, donc qui sont négatifs, il va y avoir une répulsion de ces charges négatives-là. Ça fait comme des aimants, si on veut bien. C'est des petits aimants. Si vous mettez deux pôles de même signe face l'un à l'autre, ils se repoussent, alors que si vous mettez un pôle nord, un pôle sud, ils vont s'attirer. C'est exactement la même chose ici.
Donc, on va avoir une répulsion, effectivement, des charges négatives à cause du type de greffage ou de groupement greffé que l'on va avoir sur la membrane. Ça, c'est une autre représentation. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les membranes échangeuses d'ions, il n'y a pas de, comment je dirais, de taille de pore ou de pore tel que défini dans les membranes de filtration. C'est vraiment, comme vous voyez ici, c'est un enchevêtrement de groupements carbonés qui, sous l'effet de la formulation, vont avoir comme des chemins qui vont être tracés à l'intérieur, mais il n'y a pas de taille de pore en tant que telle. Par contre, on va dire que l'enchevêtrement peut être plus ou moins lâche, donc permettre le passage de molécules plus ou moins grosses. Et normalement, une membrane monopolaire, en général, on va jusqu'à, selon le type de membrane, 350 Daltons. Donc c'est petit, là. Mais en général, on est plus aux alentours de 150-200 Daltons. Donc, ce sont vraiment des petites molécules. Donc, ces membranes monopolaires, donc c'est des membranes échangeuses d'ions. Donc, ce sont des conducteurs ioniques parce qu'ils vont permettre le passage des ions. Mais c'est aussi une barrière semi-perméable. Si vous mettez du lait d'un côté de la membrane puis une solution saline, ça ne va pas se mélanger. C'est pour ça qu'on parle de barrière semi-perméable. Par contre, les ions présents dans les deux solutions peuvent s'échanger. Donc en fait, les membranes échangeuses d'ions, ce sont des matrices qui sont faites de matériaux macromoléculaires. Donc on a soit des membranes, ça c'est les principaux types qui existent à l'heure actuelle au niveau commercial. On a les membranes perfluorées en PTFE ou les membranes hydrocarbonées. Donc elles sont faites à base de styrène et divinylbenzène ou vinylpyridine qui forment la matrice en tant que telle de la membrane sur laquelle on va venir greffer des groupements greffés. Donc ici, si on regarde encore, c'est une autre façon de le présenter. Là, ici, donc là, j'ai placé les groupements greffés, j'ai mis S+, donc ça, c'est une membrane échangeuse d'anions. Vous voyez ici, donc les groupements S+, ça peut être des NR3+, NHR2+, S+, qui peuvent être greffés directement sur la matrice. Donc, sous l'effet du champ électrique, ben là, les ions vont être attirés ou vont venir de façon électrostatique se fixer à la membrane. Et sous l'effet du champ électrique, ben, en fait, ils vont faire comme des sauts d'un groupement greffé à l'autre jusqu'à traverser la membrane, donc passer de l'autre côté de la membrane. C'est exactement la même chose pour les membranes échangeuses de cations, sauf qu'ici, ben, les groupements greffés sont des groupements négatifs, donc opposés à la molécule qui va migrer à travers la membrane. Ça, des fois, c'est un peu mêlant, mais à force, on s'y fait. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des groupements négatifs. Ça peut être des CO-, des SO3-, des PO32- ou autres. Le deuxième type de membrane dont je vous ai parlé, ce sont les membranes bipolaires. Ça, c'est vraiment un type de membrane extrêmement spécial et dont l'action est elle aussi très très particulière. Là, en fait, dans une membrane bipolaire, ce qu'on fait, c'est qu'on va, entre guillemets, on va prendre une couche, une membrane échangeuse d'anions, par exemple ici la membrane bleue, et on va venir la coller avec une membrane échangeuse de cations. D'accord? On va venir les mettre ensemble et en les formulant, en les construisant, on va créer aussi en même temps une couche ou une interface hydrophile entre les deux. L'intérêt de ce genre de membrane-là, c'est que lorsqu'on applique un champ électrique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dissocier les molécules d'eau. Ça, c'est assez particulier. Donc, comme vous voyez, on a l'eau qui peut traverser ces membranes-là. Et l'eau ici, elle va se dissocier sous l'effet du champ électrique en H+ et OH-. Et une fois formées, une fois ces molécules formées-là, les H+, eux, vont être attirés par l'électrode de signe opposé et ils vont venir traverser ici la couche échangeuse de cations. Donc là, comme on a mis une couche échangeuse de cations, elle ne va laisser passer que les positifs. Donc effectivement, les H+ vont traverser la membrane. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir acidifier la solution. Et de l'autre côté, en parallèle, selon la façon dont on va configurer la cellule, les OH-, eux, vont traverser ici la couche échangeuse d'anions et il va y avoir, en parallèle de l'acidification, une basification de cette solution-là. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un procédé vert.
parce qu'il n'y a aucun ajout d'acide ou de base. Donc là, je vous montrerai un petit peu les applications particulières de ce genre de technologie que nous, on a développé. Donc, si on regarde, bah, effectivement, ici, avec la dissociation des molécules d'eau, on va créer une solution acidifiée et on va créer une solution basifiée euh, à la sortie du système. Donc ça, c'est une application qui, au début, a été utilisée pour faire de l'acide et de la base à partir de sel. Troisième type dont je vous parlais, membrane de filtration. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent très très bien ce genre de membrane. Donc on a deux types de membranes que l'on peut avoir, les microporeuses ou les asymétriques. Donc ça, c'est lié à la structure de la membrane en tant que telle. Donc la microporeuse, où là, on va avoir des particules de plus en plus grosses. Donc la sélectivité va se faire quand même à la base, mais ça va passer à travers. Alors que la membrane asymétrique, il y a un support ici. Et on a effectivement la couche de filtration qui est à la surface de ce support. Et c'est cette couche de filtration-là qui va jouer sur la capacité de la membrane à séparer les molécules en fonction de leur taille. Alors que là, ici, en fait, sur la microporeuse, la séparation se fait tout le long ou sur toute l'épaisseur de la membrane. Donc, c'est deux types de membranes complètement différents. Donc ça, c'est un procédé que nous, on a développé. Donc à l'intérieur, en fait, d'un système d'électrodialyse, on a remplacé des membranes échangeuses d'ions par des membranes de filtration. Donc ça permet d'avoir, par exemple, euh, une nouvelle sélectivité. On a une sélectivité à la fois selon la charge, parce que les molécules chargées vont migrer sous l'effet du champ électrique pour aller toujours vers l'électrode de signe opposé. Mais en plus, avec la membrane de filtration, on va avoir aussi une sélectivité selon la taille de la molécule. Donc là, on devient beaucoup plus spécifique en termes de sélectivité puis de séparation membranaire. Là, pour donner une idée sur les applications de l'électrodialyse conventionnelle, quand je parle d'électrodialyse conventionnelle, en fait, c'est lorsque je parle d'électrodialyse avec membrane échangeuse d'ions. Désolé. Ah. OK. Désolé. On coupera ça au montage. Donc, pour avoir ici quelques ordres, quelques idées des applications potentielles de l'électrodialyse conventionnelle. Donc, comme je le disais, l'électrodialyse conventionnelle, c'est l'électrodialyse dans laquelle on va mettre comme type de membrane des membranes échangeuses d'ions. Donc là, ce sont les principales applications que l'on va retrouver ou que l'on peut retrouver en industrie agroalimentaire. Et là, j'ai mis aussi les stades auxquels elles sont en termes de développement. Donc ça, pour le lactosérum, c'est une des grosses applications que l'on retrouve à travers le monde. Donc là, ça permet de déminéraliser le lactosérum pour des utilisations ultérieures dans les formulations lactées pour nourrissons ou autres. Donc, comme je mentionnais, nombreuses installations industrielles en Europe et aux États-Unis. Ça peut servir aussi pour l'extraction de l'acide propionique produit par fermentation. Ça peut être intéressant parce que lorsqu'on fait des fermentations, l'acide propionique qui est produit devient un inhibiteur du ferment. Donc là, ça peut diminuer les rendements. Alors que là, grâce à l'électrodialyse, on va faire sortir au fur et à mesure ces acides propioniques et ça va permettre aussi de les concentrer. On a la même chose au niveau de l'extraction de l'acide lactique produit par fermentation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces molécules-là, ces acides organiques ou ces acides organiques, que ce soit le propionique ou le lactique, le propionique, lui, c'est un inhibiteur de moisissure et un agent estérifiant, donc ça peut être extrêmement intéressant comme application. Ou alors au niveau de l'acide lactique, qui est un agent de conservation et un acidulant sanguin, si on veut aller plus loin. Pareil, il y a plusieurs applications au niveau des jus de fruits de la passion pour les déacidifier, donc retirer les acides organiques qui donnent vraiment l'acidité au jus. Aussi sur le jus de betterave à sucre, canne à sucre et mélasse. Et effectivement, la plus grosse application à l'heure actuelle de l'électrodialyse, c'est la désalination de l'eau de mer.
Tu as une question, Marie-Pierre? Oui, c'est en lien avec, tu sais, vous avez expliqué vraiment, tu sais, les séparations. Est-ce que parfois les produits, tu sais, les deux séparations, est-ce qu'il y en a des produits qui sont pas valorisés ou c'est toujours valorisé les deux solutions? Non, c'est ça. Nous, à l'heure actuelle, on travaille énormément à tout valoriser. Mais OK. effectivement, à la base, souvent, ben, on va avoir une solution saline qui va se former, puis on se pose pas forcément trop de questions sur ce que fait. Mais là, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est développement durable et tout ça, nous, dans l'équipe, on travaille énormément sur l'économie circulaire et sur tout ce qui est éco-efficience des procédés. Donc, on essaye de valoriser toutes les fractions. Là, je pense que j'ai quelques exemples dans ma présentation par rapport à l'économie circulaire, puis ce que l'on peut faire avec ce genre de procédés-là. Parfait, merci. Alors, zo. Donc, ouais, nouvelles approches, ça, c'est des choses qu'on a développées, ça fait une dizaine d'années. On a beaucoup travaillé avec des collègues russes là-dessus pour mieux comprendre au niveau théorique. C'est l'électrodialyse sous champ électrique pulsé. Vous connaissez peut-être les champs électriques pulsés, mais souvent, quand on en parle à l'heure actuelle, ben, je pense que la dernière présentation qui a été faite récemment, c'était les champs électriques pulsés, mais ce sont des champs électriques pulsés haut voltage. Donc là, c'est du 10 000, 20 000 kilovolts. Nous, ici, quand on parle de champ électrique pulsé, c'est du 100 volts. Et le principe n'est pas du tout le même. Je veux dire, l'utilisation ou le résultat n'est pas du tout le même. Donc, nous, on s'en est servi, par exemple, dans le cadre de la réduction de l'acide lactique du lactosérum acide. Donc, ça permet, c'est pour faciliter le séchage du lactosérum acide qui est rendu énergivore à cause de la présence d'acide lactique et aussi à cause de la présentation d'ions divalents en forte concentration. Donc là, comme on peut le voir, c'est sur un tout petit séchoir là, mais ça colle sur les parois et le rendement de séchage est moindre. Donc, ça donne au final des poutres de mauvaise qualité, puis on a bien sûr des grosses baisses de rendement. Donc, ça, c'est une problématique à ce niveau-là. Donc, réduction. Ok. Donc là, ici, ça, c'était réduction de l'acide lactique, du lactosérum acide. Donc, avec ici, c'était de l'électrodialyse conventionnelle. Donc, on va faire passer notre lactosérum acide ici, de part et d'autre, et on va venir retirer les lactates des compartiments d'acide, comment, lactosérum acide. Donc, ça va permettre de venir faire baisser énormément cette quantité d'acide lactique-là. Et aussi, ben, on va baisser, comme vous voyez ici, tout ce qui est cation, on va diminuer les cations. Donc, tout ce qui est cation divalent ou autre va sortir, vont être diminués. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est bon, sauf que le problème ici, quand on travaille en électrodialyse conventionnelle et qu'on ne fait pas attention, entre guillemets, ce qui se passe, c'est qu'on va venir colmater les membranes. Ça, c'est vraiment comme dans tout procédé membranaire, on peut avoir ce genre de problème-là. Donc là, ici, en fait, c'est un colmatage de calcium que l'on va avoir sur la membrane. Donc, c'est là qu'interviennent l'application de champs électriques pulsés bas voltage donc, pour visualiser un petit peu ce qui se fait, le courant continu, c'est lorsqu'on applique une valeur de courant tout le long du traitement. Ça, c'est ce qui se fait classiquement en industrie à l'heure actuelle. On va appliquer un courant continu tout le long du traitement. Quand on parle de champ électrique pulsé, là, ici, on est bas le voltage. Vous voyez, là, on va avoir des baisses de courant. Donc, on va monter le courant à une certaine valeur. On va le mettre à zéro. On va le remonter. On va le remettre à zéro. Donc là, on peut jouer sur ce qu'on appelle le temps de pulse. Donc, c'est le temps pendant lequel on applique le courant. Et on a le temps de pause. C'est le temps pendant lequel, finalement, on n'a pas de courant qui sont appliqués. Donc là, si on part de 0 à 5 volts, ben, on va osciller constamment entre 0 et 5 volts. Et qu'est-ce que ça a comme effet quand on regarde ici, là? Donc là, j'ai ma configuration d'électrodialyse conventionnelle. J'ai mon lactosérum acide qui passe ici avec ses composants. Et lorsque on a migration des ions, en fait, on va créer ce qu'on appelle la concentration de polarisation. Donc, on va avoir une diminution de la concentration de ces ions-là à l'interface de la membrane. Et plus on pousse le courant, plus on augmente le courant, plus cette concentration de polarisation devient importante. Donc ici, en fait,
on arrive, dans certains cas, à avoir des concentrations d'ions qui sont quasiment de zéro à la surface de la membrane. Par contre, de l'autre côté de la membrane, on a une concentration qui est très élevée. C'est pour ça qu'on parle de concentration de polarisation, parce que par exemple, ici, avec cette membrane échangeuse de cations, on va avoir une forte concentration de cations ici et une très très faible concentration de cations ici. Donc on va vraiment avoir plus des anions présents ici dans la couche de diffusion et plus des cations. Donc on va vraiment avoir d'un côté des plus et de l'autre des moins. Donc on parle de concentration de polarisation. Et ce qui peut arriver si on pousse trop et effectivement qu'on arrive à zéro, ben, comme tout à l'heure, je vous avais expliqué le type de membrane spéciale, les membranes bipolaires, ben, là aussi, on peut arriver à de la dissociation des molécules d'eau à l'interface de la membrane. Et ça devient tragique parce que si on regarde, par exemple, les OH- qui sont formés ici, si moindrement vous le mettez en contact avec du calcium présent dans le lactosérum acide, et ben, ça fait de l'hydroxyde de calcium, ça fait le colmatage blanc que vous avez vu tout à l'heure sur les membranes. Donc ça, c'est pas forcément désiré. Mais il y a des façons d'éviter ça, bien sûr, hein. Donc effectivement, donc si on a cette dissociation des molécules d'eau, ben, comme tout à l'heure, on va augmenter le pH ici, puis on va diminuer le pH de l'autre côté de la membrane. Exactement la même chose sur les membranes échangeantes. Donc, l'effet des champs électriques pulsés sur la concentration de polarisation. Donc, vous voyez, on a en fait, le niveau de concentration des espèces de part et d'autre de la membrane. Puis, si je mets en marche mon champ électrique, vous voyez ce que ça fait. À chaque fois que je retombe à zéro, ben, en fait, ma concentration de polarisation, elle est brisée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut éviter effectivement d'atteindre le courant limite pour un même niveau d'intensité de voltage. Effectivement, et si on regarde même plus loin en termes de rendement, vous voyez ici, c'est du classique, d'électrodialyse classique, sans champ électrique pulsé. On avait une déminéralisation ici de 64%. C'est pas mal. 37% de baisse d'acide lactique, donc c'est ça qu'on voulait faire, c'est récupérer l'acide lactique. On a une consommation d'énergie de 9,33 Wh par gramme d'acide lactique récupéré. Par contre, là, vous voyez, si on fait par exemple des champs électriques pulsés de 5 secondes de pulse, 5 secondes de pause, là, on avait des rendements de mines de 68%, on avait une récupération de 45% et on avait une consommation énergétique de 5,6 Wh par gramme. Ici, on voit que les durées sont légèrement différentes, mais c'est parce que, en fait, ici, comme on est à moitié, pendant une période de 10 secondes, il y a moitié du temps où il n'y a pas de courant. Donc, bien sûr, il faut augmenter la durée pour avoir le même nombre d'espèces ou le même nombre d'électrons qui vont être transférés au cours du process. Mais là, vous voyez la différence. Ici, ben, on a du colmatage, alors qu'ici, on a zéro colmatage sur la membrane. Donc, c'est quand même très important parce que ici, c'est très difficile à nettoyer après une membrane qui est salie comme ça. Et aussi, ce qu'on s'est aperçu, il y a un autre effet des champs électriques pulsés, c'est qu'on va avoir une déminéralisation spécifique. Selon les espèces présentes, elles vont plus ou moins migrer sous l'effet du champ électrique. Donc, de par la combinaison pulse-pose, on est capable de modifier la migration de certaines espèces. Donc, par exemple, ici, en courant continu, le calcium, il avait une migration de 45%. En champ électrique pulsé, on montait à 62% de déminéralisation. Donc là, on augmentait de 27 unités de pourcentage. Magnésium, pareil. Donc là, les divalents, on augmentait beaucoup leur migration. Potassium, lui, changeait pas beaucoup. Par contre, le sodium, lui, on baissait de 65 à 49% son taux de déminéralisation. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant éventuellement selon le type d'application. Nous, on a fait des choses avec ça, mais c'est confidentiel. Et là, vous voyez, on a même regardé un petit peu globalement en jouant ici, si vous regardez sur ce schéma-là. Là, ici, on a les durées des pulses, donc 5 secondes de pulse, 10 secondes de pulse, 15, 20, 25, 30, 35, 40 secondes de pulse. Et en parallèle, on a fait des tests avec 5 secondes, 10, 15, 20. Donc là, on a fait des combinaisons, 5 secondes de pulse, 5 secondes de pause. Par exemple, 15 secondes de pulse, 15 secondes de pause, 15 secondes de pulse, 15 secondes 25 secondes de pause. Donc, vous voyez, on a fait comme un dispositif qui nous a permis de tester différents ratios. Et ici, ce qu'on représente dans ces carrés-là, par exemple, c'est le temps de process. Ici, ça, c'est la résistance électrique du système. Ça, c'est la consommation relative.
Ça, c'est la déminéralisation en calcium. Ça, c'est la déminéralisation en magnésium, en sodium. Et ça, c'était le colmatage. C'est un indice qu'on a calculé. Et vous voyez là que selon le ratio pulse-pose, on a des choses complètement différentes. Ici, si par exemple je prends 25 secondes de pulse, si j'augmente mon temps de pause, globalement, j'ai une amélioration. Pareil ici, par exemple, si je travaille à 25 secondes de pause et que je diminue mon temps de pulse, j'ai globalement une amélioration. Et là où on avait les meilleures conditions, c'était vraiment à 15 secondes et 5 secondes, 5 secondes. Là, vraiment, c'est là qu'on avait le moins de colmatage, le plus d'efficacité, une consommation énergétique la plus intéressante. Donc, l'avantage des champs électriques pulsés, ben, c'est l'intensification de la déminéralisation et de la déacidification. Dans ce cas-là, la diminution des colmatages minéral et protéiques et sélectivité de migration, diminution de la consommation énergétique. Là, ça, c'est un autre exemple. C'était sur le colmatage protéique qu'on avait fait. Donc, ça, c'était sur une solution de caséinate de sodium. Donc là, on voyait qu'en fonction du champ électrique ou de la densité de courant, ici, on est 10 milliampères par centimètre carré. En fonction, donc là, ici, toujours mon référentiel électrodialyse conventionnelle. Là, on avait un très léger colmatage. 10-40, on n'avait plus rien. Et 10 secondes, pareil. Donc là, on était vraiment dans certaines conditions. Puis si on montait très haut, là où on a dissociation des molécules d'eau, donc 30, vous voyez, là, en ED conventionnel, c'est tragique. De même qu'en 10 secondes, 10 secondes, alors que le 10 secondes, 40 secondes, lui, élimine complètement le colmatage. Donc vous voyez, c'est des solutions pas forcément faciles, mais qui existent pour améliorer ce genre de procédé, leur efficacité et la durée de vie des membranes surtout. Ça, c'est un nouveau concept qui est apparu, je pense, dans les années où la toute première démonstration que ça existait a été faite dans les années 80. Et nous, là-dessus, on a développé des applications. C'est ce qu'on appelle les vortex électroconvectifs. Donc, je vais vous expliquer ça. Il ne faut pas avoir trop peur du nom. Donc là, ici, j'ai mes deux membranes, membrane échangeuse d'anions, membrane échangeuse de cations. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'augmente mon potentiel, on suit la loi d'Ohm, donc on augmente en parallèle l'intensité qui est appliquée au système. Donc on a, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir nos variations de concentration de part et d'autre des membranes. Tout à l'heure, je vous ai surtout montré la membrane échangeuse de cations. Donc effectivement, on baisse. Et de l'autre côté de la membrane échangeuse de cations, on va retrouver une plus forte concentration. Donc nos ions migrent. Donc là, c'est ce qu'on appelle le régime ohmique. Si on continue, on va atteindre comme une limite, effectivement, où là, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va atteindre zéro concentration en ions à l'interface de la membrane et on va atteindre ce qu'on appelle le courant limite. Donc là, c'est vraiment la zone où on a la pénurie en ions. Et si on continue, ce qui est bizarre, c'est que si on continue à augmenter le potentiel électrique, donc le voltage, on s'aperçoit que l'intensité du courant n'augmente plus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une dissociation des molécules d'eau à l'interface. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça, là, bah, ça va permettre c'est ce qui se passe ici au niveau du courant limite. Donc, on va avoir cette dissociation des molécules d'eau et ce qui va faire que notre intensité ne montera pas plus. En fait, pourquoi on a dissociation des molécules d'eau sur le genre de membrane-là? C'est tout simplement parce que ça va permettre de fournir ou de générer des nouvelles espèces chargées qui vont permettre le transport du courant. En fait, c'est tout simplement ça l'explication. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on continue effectivement de monter le potentiel ici, on s'aperçoit que ah, l'intensité se remet à monter. Ça, c'est très, très particulier. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelque chose de vraiment spécial. Donc, vous voyez, là, j'ai représenté une espèce ionique, donc un chlore, avec son rayon d'hydratation. Donc, en fait, on a la molécule, puis autour, on a une couche d'eau, donc la couche d'hydratation. Et là, lorsque l'ion se déplace pour aller vers la membrane, et qu'on est effectivement dans cette zone ici, la troisième zone ici,
comme on a beaucoup d'espèces qui vont vouloir passer en même temps et qu'elles ont des rayons d'hydratation, ben, elles ne peuvent pas toutes passer. Donc, ce qui va se passer, c'est que le rayon d'hydratation de la molécule va être diminué. C'est très schématique, hein, ce que je vous montre là. Mais c'est plus pour expliquer le principe, là. Donc là, vous voyez, le rayon d'hydratation de la molécule va être diminué. Ce qui se passe, c'est que on va ôter une partie de l'eau qui était autour de la molécule. Elle va se retrouver à la surface de la membrane. Donc là, ça va permettre à la molécule de passer. Mais là, ici, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des vortex à cause de cette proportion d'eau-là qui est présente et qui se retrouve à la surface de la membrane. Donc, on va avoir ce mouvement, un mouvement lié à l'eau à l'interface de la membrane. Donc, ça, c'est très particulier. Et ce qui se passe, c'est que ce mouvement d'eau-là, comme vous voyez, il vient de faire disparaître la couche de diffusion qu'on avait. Donc là, on va avoir donc l'apparition de l'électroconvection, mais on va aussi avoir une disparition de la couche de diffusion. Donc là, en fait, on va avoir comme une sorte de mélange qui va se faire à la surface de la membrane, qui va permettre d'avoir comment je dirais, une concentration identique à la surface de la membrane avec celle qui est dans la solution mère. Ça a gros avantage, gros impact. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est des tests qu'on avait fait sur du lactosérum doux pour la déminéralisation du lactosérum doux. Donc, on avait fait ici, vous avez en noir, après un certain temps d'application. Là, on a calculé pour le même nombre de charges transportées au cours du process, donc pour comparer vraiment sur les mêmes bases de transport de charge. Ici, pour le courant continu, donc ce qui existe à l'heure actuelle, on était aux alentours de 42-43% de déminéralisation. Par contre, on s'est aperçu que lorsque l'on montait, par exemple, lorsqu'on utilisait du pulse de une seconde, là, on augmentait de 10% ou de 10 unités, de 10% le taux de déminéralisation. Par contre, grosse surprise, avec du pulse de 0,1 seconde, on augmentait de 81% la déminéralisation du lactosérum pour le même nombre de charges transportées. Donc là, on avait en sus une diminution de l'énergie consommée de 20% grâce à cette application-là. Ça, là, ça a été extrêmement surprenant et comme je le raconte toujours, moi, l'étudiante qui était en charge de ça, je lui ai refait faire à peu près 15 fois pour s'assurer que c'était cohérent. Donc là, on a testé toutes sortes on a changé le générateur de puissance, on a changé les électrodes, on a tout changé pour s'assurer que tout, effectivement, c'était réel comme phénomène parce que c'était vraiment énorme comme modification, comme changement. Donc effectivement, euh, donc comme je le disais, ça c'est une image pour ceux qui ne me croient pas. Donc ici on a la membrane et c'est un petit vidéo. Et vous voyez, c'est ça les vortex électroconvectifs qui se forment à la surface de la membrane. Ça c'est la solution saline, donc qui est constamment brassée à l'interface de la membrane et qui favorise justement ce transfert de masse et qui améliore énormément le transfert de masse à l'interface de la membrane. Donc, effectivement, en fonction des pulses, donc des combinaisons pulse-pause qu'on peut avoir, donc comme je le montrais, ici on a une seconde, point une seconde, point une seconde. Donc là, ça vous montre un petit peu la forme du pulse. Et ce qu'on s'est aperçu, nous, en faisant les études, c'est que à chaque début de pulse, donc quand on revient par exemple à la valeur qu'on veut fixer, il y a une hausse très rapide de voltage pendant un très court temps en début de pulse. Et c'est là qu'on va avoir une génération des vortex électroconvectifs. Et selon la durée de la pulse et la durée de la pause, ça va complètement changer le phénomène. Donc là, si vous voyez, là, effectivement, si j'ai une pulse de 0,1 seconde, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition du vortex, ça prend moins de 0,1 seconde. Donc, vous voyez, là, très rapidement, il se forme, sauf que là, il est formé et ça prend à peu près 0,5 secondes pour qu'il disparaisse. Donc, c'est pour ça qu'on a cette apparition des vortex. Et là, ici, comme on a un temps très court, on voit qu'on a atténuation des vortex, mais là, pendant la durée de la pulse, on a des vortex pendant quasiment moitié de la durée.
Et là, comme on reprend très rapidement ici après 0,1 seconde, bah, en fait, l'atténuation des vortex qu'on s'est aperçu, c'est que l'atténuation des vortex n'est pas complète. Donc, ils repartent très rapidement et beaucoup plus facilement. Alors qu'ici, bah, on a une atténuation complète des vortex. Parce que là, on a une durée d'1 seconde. Donc, comme le vortex disparaît après 0,5 secondes, ben là, pendant 0,5 secondes, il n'y a plus de vortex. Donc, quand on a la pause et qu'on reprend la pulse, ben là, c'est beaucoup plus difficile à régénérer le vortex. Donc, et l'apparition de la concentration de polarisation, ça prend 1 seconde. Donc, tout ça, au final, fait qu'on a une augmentation de l'efficacité du courant et donc aussi du transfert de masse des espèces chargées à l'intérieur de la cellule. Une nouvelle application, donc je vous parlais effectivement des membranes bipolaires, donc qui ont été utilisées sur plusieurs applications, surtout dans l'équipe. Donc nous, on l'a testé par exemple sur tout ce qui est lactosérum, sur les protéines de soya, au niveau des perméas de lactosérum, sur l'acide lactique. Là, vous voyez, il y a des applications qui sont déjà rendues au niveau industriel dans ce cas-là. Pareil, dernières applications, c'est plus sur les jus de fruits de la passion. Là, encore là, il y a des applications qui sont en développement. Nous, on a travaillé par exemple sur les phospholipides, l'extraction des phospholipides à partir du lactosérum acide. Justement, l'application des membranes bipolaires à la déphospholipidation là, c'est du lactosérum doux. Donc là, c'est pour éviter en fait la formation de turbidité et de défauts organoleptiques. En fait, effectivement, les phospholipides qui sont présents de façon résiduelle, moins de 1% au niveau du lactosérum doux, font que une fois séchés, bah, ils vont s'oxyder et ça va faire des défauts organoleptiques au niveau de la poudre, par exemple, de protéines de lactosérum. En sachant qu'on a quand même des productions énormes de lactosérum doux au Québec et à travers le monde. Donc, si on regarde les principaux phospholipides qu'on peut retrouver, c'est phosphatidylcholine, bon, et la phosphatidyléthanolamine qui sont les deux principaux. Et on a aussi sphingomyéline, inositol, phosphatidylsérine. Nous, ici, ce qu'on a fait, on a testé des combinaisons de process. Donc, on avait testé, ça c'est suite à des travaux qui avaient été faits antérieurement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, tiens, si on acidifiait le produit et qu'on déminéralisait par la suite pour faire baisser la force ionique. En fait, vous allez me dire, bon, pourquoi j'acidifierais? C'est parce qu'on avait fait des tests quelques années auparavant où on s'était dit, tiens, on va essayer de faire précipiter les protéines du lactosérum en acidifiant et en baissant la force ionique. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que c'était surtout les phospholipides qu'on précipitait avec cette application-là, parce que c'était les phospholipides qui étaient plus ou moins fixés sur des protéines. Donc là, on était capable de les faire précipiter. Donc, vous voyez ici, avec ce couplage-là, on est capable d'atteindre des taux de délipidation de presque 80%. Et on a des rendements de récupération de à peu près 25 grammes par 100 litres de lactosérum tout traité. On a aussi, on s'est dit, tiens, on va essayer quelque chose de plus simple, plutôt que de remettre une déminéralisation par la suite, là, pour avoir un deuxième procédé, ben, on va simplement faire une dilution avec de l'eau, tout simplement. Ça va faire baisser la force ionique la concentration en ions, si vous préférez. Là, on a atteint seulement des taux de délimitation de 54% et des rendements de récupération de seulement 13%. Et là, on s'est dit, tiens, on va y aller avec quelque chose de peut-être plus classique. On va faire le DBM avec de la diafiltration, là encore là, pour baisser la force ionique. Et on avait des taux de délimitation de seulement 23% et des taux de récupération de 9%. Donc, vous voyez, selon le couplage de procédés, on est capable de faire des choses complètement différentes et les résultats sont complètement différents. Donc, ici, effectivement, on va avoir un retrait important des cations divalents, donc 70%, donc très forte baisse, très forte baisse de la force ionique, ce qui va impliquer une interaction entre les protéines et les phospholipides et la précipitation justement de ces complexes lipoprotéiques, ce qui permet leur séparation. Donc là, si on regarde un petit peu, quand on compare avec le lactosérum initial, donc là, ce sont
les surnageants, si je ne me trompe pas, que l'on obtenait par électrodialyse, dilution et diafiltration. Et ça, ce sont les culots que l'on récupérait. Donc après nos deux couplages, électrodialyse bipolaire plus ED, donc ça c'est ici, électrodialyse bipolaire plus dilution, électrodialyse bipolaire plus diafiltration. Donc là, on voit, et ici, c'est la composition en phospholipides que l'on observe. Ici, c'est principalement DPE et ici DPS. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de savoir que ça, ces phospholipides-là, eux, ils augmentent les performances cognitives. Et les PE, donc là, les phosphoéthanolamines, eux, on les utilise dans la prévention des maladies dégénératives telles que l'Alzheimer, Parkinson. Et ces phospholipides-là sont déjà vendus tels quels. J'ai vu des produits commerciaux en Allemagne où ils vendaient justement ces phospholipides-là séparés pour ce genre d'application. Donc, c'est là qu'on voit que oui, ok, je retire mes phospholipides, mais ils peuvent être vachement intéressants en termes d'utilisation. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on concentre de 12 à 15 fois les phosphoéthanolamines dans nos culots. Particularité de l'EDBM, donc de l'électrodialyse avec membrane bipolaire, c'est que c'est la seule technologie à l'heure actuelle qui permet l'acidification et ou la basification en parallèle avec une baisse de la force ionique du milieu. Parce que normalement, si on veut acidifier, on va rajouter du HCl. Donc ça veut dire qu'on va rajouter, oui, des protons, H+, mais on va aussi mettre des chlores. Les chlores vont venir augmenter la force ionique. Donc là, ça permettra pas, par exemple, de faire, comme on l'a montré ici, de faire une précipitation des protéines ou des phospholipides. Ça ne marchera pas. Autre technologie hybride, c'est l'électrodialyse avec membrane bipolaire auquel on a couplé de l'ultrafiltration. Ça, c'était surtout pour la séparation des caséines du lait qu'on l'a utilisé. Donc, parce que là, on avait des problèmes de colmatage au sein de la cellule, quand on regarde un petit peu ici. Donc, effectivement, quand on va venir circuler notre lait pour l'acidifier, donc vous voyez ici, on a la membrane bipolaire qui va générer des H+, donc on va baisser le pH du lait. Ça peut être intéressant. Sauf qu'en parallèle, ce qui va se passer, ben, c'est qu'on va, comme on a une acidification du lait, on va libérer beaucoup de minéraux. On va libérer le calcium qui était pris à l'intérieur des micelles. Donc là, on vient passer, parce que normalement, dans la partie soluble, il y a à peu près 40 à 50% des ions qui sont solubles, et l'autre partie est dans la micelle de caséine. Mais au fur et à mesure qu'on acidifie, on déstructure la micelle de caséine, donc on va libérer ces ions-là, et ça peut faire du colmatage au niveau de la membrane. Donc là, effectivement, là, on voit ici notre membrane, euh, ici, et au fur et à mesure, oui, on a du colmatage sur la membrane, mais aussi on a une accumulation ici parce que on a comme ben, nos caséines qui précipitent. Donc ça fait comme une sorte de fromage à l'intérieur de la cellule. Donc vous voyez ici, on avait cette formation-là à l'intérieur du système, donc ça ne fonctionnait pas. Ce qu'on a fait pour éviter ce problème-là, c'est qu'on a couplé notre système avec un système d'ultrafiltration où là, on va récupérer le perméat d'ultrafiltration et c'est le perméat d'ultrafiltration que l'on va passer dans le système d'électrodialyse. Donc là, on va éviter toutes les risques ici de colmatage de la caséine à l'intérieur. La caséine va, elle, être retenue ici par la membrane du F et elle va précipiter ici dans le système. Donc avec ce système-là, bah, vous voyez, on n'avait effectivement aucun colmatage protéique tel qu'attendu dans le système. Donc là, bien sûr, c'est sûr que ça augmente l'efficacité du système. Autre chose qu'on s'est aperçu, lorsqu'on sépare, oui, on sépare bien les caséines du lait. Donc là, on regarde ici. Donc là, on va avoir notre couplage électrodialyse membrane bipolaire UF. Donc là, on allait jusqu'à une acidification de 4,6. Là, on a été jusqu'à une acidification de 5. Et ici, avec des champs électriques pulsés, ah, pardon, je vois qu'il y a une animation, je ne comprends pas. Donc là, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on était capable de faire précipiter les caséines à un pH supérieur à 4,6. Donc ici, vous voyez, à 5, on a déjà précipité toute la caséine.
Et on a même fait d'autres tests où on montait jusqu'à 5,2. Donc là, ça veut dire qu'à 5,2, on est capable de séparer la caséine. Donc ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on a besoin de moins d'acide pardon, de base pour remonter le pH pour faire du caséinate. Oui, Oui, en réalité, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce que les oui, propriétés, c'était ça ma question, est-ce que vous avez testé des propriétés? Est-ce qu'ils ont des propriétés différentes étant donné que c'est 5,2 au lieu de 4,6? oui. Je ne sais pas si je les présente là, mais il y a une étudiante à la maîtrise qui a travaillé là-dessus. Effectivement, on a des propriétés fonctionnelles qui étaient différentes. Mais aussi, ce qu'on s'était aperçu, c'est qu'on avait des contenus en calcium beaucoup plus élevés dans nos caséines, puisqu'on déstructurait moins apparemment la micelle de caséine. Donc, on retenait une grosse partie de calcium dans ces caséines-là. Donc, ça aussi, c'était intéressant quand on parle de biodisponibilité ou pour tout ce qui est problème d'os, par exemple. Donc, on a besoin de prendre des suppléments de calcium. Ben, ce genre de produit-là pourrait être intéressant à ce niveau-là. Justement, l'acétate qui suit. Et ça, on a fait toutes les comparaisons avec tout ce qui est acidification chimique. Donc là, on a comparé notre process chimique donc, pour obtenir nos caséines chimiques, centrifugation. Et aussi, donc, on resolubilisait nos caséines pour obtenir des caséinates. Donc là, on a des caséinates chimiques. Et on l'a fait en bipolaire, où là, ben, bien sûr, désolé, on a effectivement notre acidification par voie bipolaire. On centrifuge, on récupère nos caséines bipolaires. Et aussi, ce qui était intéressant dans le process, c'est que la base qui était générée, on peut la réutiliser pour resolubiliser et reformer du caséinate. Ça aussi, c'est un des avantages. Et si on regarde en termes de teneur ensemble, bon, bah, on voit qu'on était un petit peu plus élevé en teneur ensemble des caséines sur le bipolaire, mais sur les caséinates, on était relativement similaire. Par contre, 5 fois plus de calcium, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant avec ces technos. Et là aussi, on a été jusqu'à l'analyse de cycle de vie pour voir un petit peu quel était l'impact de notre technologie sur son empreinte carbone et autres. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ben, le DBM-UF ben, serait intéressante en comparaison avec une acidification chimique classique HCl et NaOH. Dans la majorité des pays, là, on a les différents pays et on voit que ça pourrait être intéressant dans l'ensemble de ces pays-là. Maintenant, nouvelle technologie, l'électrodialyse avec membrane de filtration. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'utilisation des membranes de filtration à l'intérieur du système d'électrodialyse. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que dans un système classique d'électrodialyse, la force motrice, c'est la différence de potentiel électrochimique à travers la membrane. Donc là, c'est vraiment la tension électrique. Dans les systèmes d'ultrafiltration, la force motrice ici, c'est la différence de potentiel chimique à travers la membrane. Donc ici, ça va être la pression mécanique qu'on va appliquer. Nous, en électrodialyse avec membrane d'ultrafiltration, la seule force motrice, ça va être le courant électrique. Il n'y a pas de pression appliquée, il n'y a pas de pression transmembranaire. Donc ça a des gros effets, surtout au niveau des colmatages et de la sélectivité. Donc là, c'est un exemple ici. Par exemple, c'est avec un hydrolysat de protéines de lactosérum. Là, on a nos différents compartiments. Donc, vous voyez, on a deux membranes d'ultrafiltration. Notre hydrolysat de protéines va circuler entre les deux membranes d'ultrafiltration. Puis ensuite, on a des membranes échangeuses d'ions pour éviter que les sels ne viennent à l'intérieur de ces solutions-là. Donc, notre hydrolysat, lui, il est formé de différents types de peptides. On a des peptides chargés positivement, des négatifs, et on a des peptides neutres en fonction du pH auquel on va travailler. Et là, bah, sous l'effet du champ électrique, on va avoir, comme je le disais, une double sélectivité, charge et taille. Donc, tous les peptides qui vont être trop gros ne passeront pas à travers la membrane d'ultrafiltration. Et par exemple, ici, les P- ne traverseront pas ou peu, très peu, la membrane d'ultrafiltration pour se retrouver ici. Donc ici, en fait, on va venir récupérer des peptides cationiques et en parallèle, on va avoir aussi nos peptides anioniques qui vont migrer et que l'on va venir concentrer. Donc au final, on va avoir une fraction enrichie en P+, une fraction enrichie en peptides négatifs et
pardon, au milieu ici, ben, en fait, on va avoir une fraction enrichie en peptide neutre. Donc, la technologie a été déjà utilisée sur plusieurs substrats. Donc là, les objectifs, c'était par exemple sur plusieurs molécules aussi, des isoflavones, des peptides. Ça a été aussi, on l'a utilisé sur l'alpha-lactalbumine pour essayer de la séparer grâce à cette technologie-là. Si on regarde un petit peu en termes de performance ou de ce qui se passe, l'intérêt ici, c'est par exemple, dans l'exemple que je vous montre, c'est la séparation de molécules à haute valeur ajoutée. Et ici, on a voulu voir l'impact de la concentration par rapport à la bioactivité. Donc, on a travaillé avec différents hydrolysats à 2%, 4%, 8%. Et ça, c'était notre hydrolysa de protéines de lactosérum de départ, ce qu'on obtenait. Donc, ici, on a regardé au niveau des effets antihypertenseurs. Donc, c'est de voir l'inhibition de l'ACE, qui est une enzyme qui a un rôle dans la régulation de la pression sanguine. Donc, plus la valeur ici d'IC50 est basse, ça veut dire que plus la fraction que l'on a est efficace. Donc là, ce qu'on s'est aperçu, là, c'est qu'effectivement, à 4%, on a quand même une fraction qu'on a récupérée qui est très efficace. Vous voyez, elle est 8 fois plus efficace que le produit de départ en termes d'inhibition donc de l'effet antihypertenseur. Et si on regarde au niveau des PP4, DPP4, ça c'est plus ce qui est anti-diabète. Là, donc, la DPP4, elle joue un rôle dans la régulation du glucose sanguin. Donc, en fait, c'est un indicateur potentiel de l'effet antidiabétique. Là encore, on voit que la fraction, vous voyez, à 3 heures, 6 heures à 4%, on avait un effet 4 fois supérieur au produit de départ. Donc, ça peut être extrêmement intéressant pour aller chercher des molécules d'intérêt et pour valoriser effectivement des produits à faible valeur ajoutée comme du lactosérum. Là, on a été jusqu'à l'effet de les coefficients sur les procédés. Donc, encore là, plus le score des coefficients est élevé, meilleure est la condition. Donc, en fait, nos meilleures conditions ici, c'était par exemple celle-ci, c'était 4% à 1,2 ampères par 6 volts. Donc là, on a tenu compte effectivement de la valeur dans nos scores des coefficients des bioactivités. Donc, vous voyez, on est capable de voir quelles sont les conditions optimales pour obtenir les produits les plus intéressants. Pareil, on a regardé l'impact, ça c'est un autre travail, des fractions séparées par électrodialyse avec membrane de filtration versus le microbiote. Donc là, on s'est aperçu que par exemple, au niveau des fonctions, on peut changer complètement les fonctions. Ça ici, c'est notre fraction séparée, puis ça, c'était une autre fraction qui était obtenue dans d'autres conditions. Et on voit qu'on est capable de moduler en fait les fonctions du microbiote de même que les souches présentes dans le microbiote. Donc ça, c'est des impacts qui vont au-delà de la composition simple des produits ou des fractions que l'on peut obtenir. Sur cette technologie-là, on est rendu à la mise à l'échelle. On avait fait des travaux à toute petite échelle, toujours la petite cellule que je vous avais présentée au début. Donc, on avait fait des travaux de mise à l'échelle. Et là, on a été sur le système commercial, donc en fait la plus petite cellule commerciale d'électrodialyse, où on a testé cet empilement de membranes avec des membranes de filtration. Et là, on a travaillé sur différents aspects, donc l'impact de la configuration. Donc, vous voyez, on avait une membrane d'ultrafiltration avec deux membranes échangeuses de cations. Là, je vois qu'il y a des modifications qui n'ont pas été faites. Euh, donc, c'est ça. Et c'est cette unité-là est répétée à l'intérieur du système. Ici, on allait jusqu'à 13 membranes. Donc, on a membrane échangeuse de cations, UF, membrane échangeuse de cations, UF, membrane échangeuse de cations, UF, ainsi de suite. Ce qui nous faisait qu'on avait 13 membranes de séparation à l'intérieur du système. Donc ça, c'était la configuration qu'on utilisait depuis un bout dans l'équipe. Donc on a effectivement notre hydrolysate de lactosérum qui passe à l'intérieur ici entre la membrane du F et la membrane échangeuse de cations. Et on avait ici par exemple, notre compartiment de récupération des cations. Et bien sûr, bah, c'est le feed. Bon, le seul problème, c'est que à l'intérieur de la solution de récupération ici,
on a une baisse de la conductivité électrique. Donc là, on était obligé d'ajouter du KCl pour garder l'efficacité du système. Et en parallèle, ben, bien sûr, comme on a des ions qui vont passer à travers la membrane de filtration, ben, la conductivité de notre solution ici augmentait jusqu'à 16 millisiemens, alors qu'on partait aux alentours de 6-7 millisiemens. Oui, c'est problématique. Non, c'est pas problématique parce que la solution ici de récupération, on peut la déminéraliser si au besoin. Donc ça, sauf que ça demande une autre étape de process. On a été un petit peu plus loin, puis là, on a changé carrément la configuration. Puis vous voyez, au lieu d'avoir une membrane échangeuse de cations, du F cation, ben, on a remplacé la membrane de cation, échangeuse de cations ici par une membrane échangeuse d'anions. Donc pour avoir toujours le même genre de système. Et vous voyez, on a toutes les deux unités, on a une membrane échangeuse d'anions. Et ça a complètement changé. Là, on a toujours nos compartiments de récupération cationique et nos compartiments nos solutions mères dans notre cellule. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les conductivités électriques ne bougent pas au cours du process. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On n'a aucun ajustement à faire et on ne change pas la concentration en ions dans nos fractions de récupération. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. C'était une belle innovation qu'on a fait ou une belle amélioration au niveau du système. Même l'industriel, l'équipementier avec qui on travaillait, croyait pas du tout à notre nouvelle configuration parce que c'était complètement contre-intuitif en fait. Mais ça fonctionne numéro un. Et là, on a regardé là aussi en termes de configuration par rapport à la sélectivité. Justement, je vous parlais des peptides. Donc ça, c'était la migration des peptides que l'on avait. Donc là, vous avez en bleu, bon, vous avez les séquences auxquelles ça correspond. Et là, quand on regarde, quand on compare les deux configurations, ben là, on voit qu'on a nettement amélioré. Et encore là, c'est pour le même temps de traitement. C'est la même solution de départ, c'est le même temps de traitement, mais vous voyez, les peptides qu'on récupère dans la fraction de récupération, leur concentration va être complètement différente, là. Donc là, effectivement, on voit qu'on a presque doublé la concentration de ce peptide-là dans la solution de récupération. Vous voyez, on a une hausse de 55%. Pour le jaune ici, on avait 57%. On est monté jusqu'à des 137% d'amélioration de migration. Pareil, si on regarde, je veux juste voir. Non, pardon. OK. Pareil, si on regarde, vous voyez, là, on a deux peptides. Là, j'ai mis les charges des peptides. Donc, qu'ils soient positifs, c'est normal qu'ils migrent. Par contre, vous voyez, on avait deux peptides qui étaient négatifs, qui migraient quand même. Sauf que là, ici, ils migraient beaucoup plus que là. Donc là, on s'aperçoit qu'on va limiter la migration de ces peptides négatifs-là. Et là, après 60 minutes, ils migrent vraiment plus du tout, alors que là, ils continuaient légèrement à migrer. Ça, tout simplement, c'est à cause des interactions qui vont se former entre les peptides en fonction de la concentration en sel que l'on va avoir dans le système. Plus on a de sel dans le compartiment de récupération, d'accord, ou dans la solution mère, plus il va y avoir d'interactions entre les peptides. Donc, plus on a de chances de faire migrer des peptides qui ne sont pas de la bonne charge. Alors que si on n'a pas d'augmentation de la conductivité, on a vraiment les bons peptides qui vont migrer parce qu'il n'y aura pas d'interaction aussi bien électrostatique ou hydrophobe entre ces peptides à cause de la teneur en sel qui est très forte. Là, si on regarde, je parlais justement d'économie circulaire. J'ai eu la question, est-ce qu'on peut réutiliser tous les produits? Ça, c'est un des exemples de ce que l'on pourrait faire dans le cadre de l'intégration, dans le cadre d'une économie circulaire. Ici, on a notre lait. On va fabriquer du fromage, d'accord? Donc, on va générer du lactosérum. Là, on peut faire justement notre lactosérum, euh, on peut le traiter par membrane bipolaire. Ça va acidifier le lactosérum en électrodialyse. Et là, on va être capable, par exemple, après déminéralisation, de séparer les phospholipides, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, ça nous permettrait de récupérer ici une fraction de phospholipides que l'on pourrait vendre comme ingrédient nutraceutique ou autre, ou même éventuellement on pourrait aller les remettre dans une formulation de fromage pour augmenter leur teneur en phospholipides. Ça, c'est faisable aussi. Ici, le lactosérum acide, acidifié, on va dire plus qu'acide, déminéralisé, on peut le concentrer par UF pour avoir un WPC. Là, on peut faire une hydrolyse et on peut faire une séparation par EDUF. Là, notre hydrolysa finale
duquel on va avoir retiré juste une petite portion des peptides, on peut le vendre comme poudre de lactosérum pour tout ce qui est bodybuilding et tout ça. Ou alors, et en parallèle, les peptides qu'on va récupérer, on peut soit les utiliser comme peptides bioactifs selon leur bioactivité, là encore là pour les vendre comme supplément, ou alors carrément si, et ça nous on l'a fait, on a vérifié, si on a des propriétés antimicrobiennes, on peut réutiliser ça sur le fromage pour limiter justement les développements bactériens. Donc vous voyez, là on aurait un cercle vertueux à l'intérieur avec ces systèmes-là. Ça c'est juste un exemple que je donne. Donc, particularité de cette technologie-là, elle peut être appliquée à toute molécule chargée. Donc, nous, on l'a testé sur des polyphénols, proanthocyanidines, peptides, protéines, oligosaccharides. En fonction de la configuration adoptée, on peut obtenir la séparation de plusieurs molécules en une seule étape. Aussi, ça permet la concentration simultanée de la molécule cible ou des molécules cibles. Si on sait, par exemple, dans le cas d'hydrolyse protéique, quel est le peptide que l'on cherche à séparer, ben là, on va adapter les conditions de séparation aux caractéristiques physico-chimiques des peptides. Là, dernièrement, on a fait justement avec de l'apprentissage automatique, donc de l'intelligence artificielle, on a développé des modèles prédictifs pour voir en fonction des caractéristiques physico-chimiques des peptides et des caractéristiques physico-chimiques des membranes, quelles étaient les meilleures membranes pour les meilleurs peptides. Ouais, bah c'est ça, justement. Intelligence artificielle, optimisation de process. Là, ici, on a travaillé sur l'optimisation des conditions de courant électrique par justement intelligence artificielle. Je vous ai présenté tout à l'heure deux conditions de courant là, que l'on pouvait utiliser dans nos procédés, donc des courants continus puis des champs électriques pulsés. Mais il existe aussi une autre sorte que l'on peut appliquer, c'est ce qu'on appelle l'inversion de polarité. Donc, en fait, on va avoir un pulse puis on va inverser la polarité, donc on va devenir négatif, on va changer les pôles de notre système. Donc le pôle positif va devenir négatif, donc on va changer ça de façon régulière au cours du temps, au cours du process. Donc là encore là, ça peut modifier énormément la qualité de la séparation. Donc ici, c'était les 5 conditions qu'on avait testées. Donc, le courant continu, notre référentiel, 10 secondes, 1 seconde de PEF, 1 seconde, 1 seconde de PEF et d'inversion de polarité, on avait pris les mêmes temps, 10 secondes, 1 seconde et 1 seconde, 1 seconde. Tout ça, on a passé ça en fait, on a appliqué ces conditions-là à notre process. On a fait tout ce qui est analyse bioinformatique, donc on a regardé tout ce qui était identification des peptides dans les compartiments de récupération, donc pour voir tout ce qu'on récupérait. On a regardé aussi les taux de migration des peptides et ici on a travaillé sur à peu près 150 peptides qui étaient présents et on a travaillé sur 45 caractéristiques physico-chimiques de ces peptides, donc le point isoélectrique, la taille, le contenu en différents acides aminés, la structure et tout ça. Et donc ça nous a fait notre jeu de données et on a utilisé deux approches différentes. Donc une approche, donc deux approches d'apprentissage automatique. Donc dans lequel une première approche où on a fait des modèles explicatifs et vraiment des modèles d'intelligence artificielle. Donc là, des modèles prédictifs dans lesquels on ne sait pas pourquoi ça donne ça, mais voilà ce que ça donne. En gros, c'est ça. Alors que les modèles explicatifs nous disent, ah, OK, on a tel niveau de séparation ou on a une première séparation à cause de ça, ça, ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, là. Et donc, on a regardé, ça nous a permis de comprendre un peu tous les phénomènes sous-jacents en termes de migration. Et aussi, on a regardé quel était l'impact justement de la modulation de ces champs électriques-là sur les bioactivités. Ici, c'était antimicrobienne des fractions récupérées. Donc, vous voyez ça ici. J'espère que ça doit être peut-être petit un peu là. Mais je vais faire quelques zooms. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les arbres de régression. C'est ce qu'on obtient. Ça, ce sont les modèles explicatifs. Donc, si on regarde, vous voyez là, on a toutes voilà. On a les caractéristiques qui font la séparation. Donc, ici, par exemple, c'était le point isoélectrique de nos peptides qui était la racine de la séparation. Donc, si c'est vrai que notre pays est inférieur ou égal à 8,75, on monte.
Si c'est faux, on descend. Puis là, on a un autre niveau décisionnel sur un autre paramètre. Et à la fin, ce qu'on obtient, ben ici, c'est le taux de migration moyen. Et là, on a relié, là, on a tous les peptides. Donc, vous voyez ces peptides-là qui sont présents. Donc là, ce sont toutes les séquences peptidiques qui étaient présentes. Et là, on est capable de voir quel était leur taux de migration, le taux de migration moyen, et quelles étaient les caractéristiques principales de ces peptides qui expliquaient leur migration au cours du temps. Donc, vous voyez, ce genre d'outil-là peut être utilisé et extrêmement intéressant. Et là, on compare, effectivement, on a comparé les arbres de régression qu'on a obtenus pour le courant continu. Là, on avait ce qu'on appelle 8 feuilles. Donc là, ça, c'est une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles, 8 feuilles. Donc, si vous voulez, c'est un peu les classes qu'on obtient au final. Donc, ça, comment je dirais, ça regroupe les peptides qui ont migré en fonction de leur taux de migration et on regarde les caractéristiques physico-chimiques de ces peptides. Là, avec le champ électrique pulsé, une seconde, ben, on avait 7 feuilles et pour l'inversion de polarité, on avait 17 feuilles. Je ne fais pas apparaître les PEF et PR 10 secondes, une seconde parce qu'on avait quasiment exactement les mêmes arbres que le courant continu. Vous voyez, il y a juste ces conditions-là qui ont influencé sur la sélectivité et aussi, bien sûr, sur les critères. Donc là, comme vous voyez, courant continu, c'était le point isoélectrique au départ. C'est normal. C'est la charge. Là, ici, champ électrique pulsé, c'était le point isoélectrique. Ce qui a été le plus surprenant, c'est que pour l'inversion de polarité, c'est plus du tout le point isoélectrique. C'est la masse. C'est la masse moléculaire du peptide qui venait influencer la sélectivité du process. Vous voyez ensuite ici, en deuxième niveau, encore là, on a le point isoélectrique pour le courant continu, donc on voit que c'est extrêmement important. Par contre, ici, bah là, c'était la masse après avoir une première grosse sélectivité en fonction du point isoélectrique. Là, on a la masse qui peut intervenir lorsque le pays est inférieur ou égal à 8,75 et lorsque le pays n'est pas inférieur à 8,75, ben là c'était le graviscore, donc c'était l'hydrophobicité, hydrophilicité de la molécule. Sur l'inversion de polarité, là c'était la masse qui était extrêmement importante et le pays on ne le retrouvait que vers la fin là, pour certaines conditions. Donc ça peut être des choses extrêmement intéressantes. Je vous passe tous les détails, mais qui nous ont permis de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur et de réussir, là, avec ces modèles prédictifs, à dire, bon, OK, je veux tel peptide avec telle caractéristique, c'est quoi les meilleures conditions de courant électrique que je vais utiliser pour avoir le plus haut taux de migration? Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là qu'on est capable de faire. Et là, on a regardé effectivement, comme je vous le disais, on a regardé les propriétés antimicrobiennes de notre solution de récupération. Donc, si on regarde, on a testé sur 2 bactéries, une gramme plus, une gramme moins, et une levure, une moisissure. Donc là, on a regardé dans les compartiments de récupération leur activité. Si on regarde, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ici, dans le compartiment de départ, dans notre produit, on avait zéro activité antibactérienne. Alors qu'ici, en fonction des conditions, on est venu concentrer les peptides antibactériens. Et en parallèle, ici, vous voyez, pour les levures moisissures de départ, qui était un hydrolysat de sang de porc, et hop, pardon. Et là, on voit effectivement, bon, on a peu changé, on garde l'activité antifongique dans le compartiment de départ et on vient créer un nouveau compartiment ou une nouvelle solution qui, elle, a des activités antibactériennes. Donc, à partir d'un même hydrolysant, on a été capable de sortir 2 fractions qui peuvent avoir 2 utilisations. Donc là, encore là, dans le cas d'une économie circulaire, c'est très, très intéressant. Euh, je suis pas mal vers la fin. Donc là, au niveau des limites des procédés électromembranaires, ce qu'il faut savoir, bon, c'est qu'on a différentes parties à l'intérieur. Donc on a les électrodes. Donc il faut, donc c'est celles qui sont à chaque bout du système. Donc il faut qu'elles aient une stabilité électrochimique importante pour pas se dégrader. Parce que si jamais on prend pas les bonnes électrodes, elles vont se décomposer, puis on peut les retrouver dans nos produits. Donc ça, il faut faire très attention. Mais je veux dire, il y a des systèmes industriels en masse qui sont développés.
Pareil, le potentiel électrochimique pour voir l'efficacité de la réaction et bien sûr, comme je le disais, compatibilité avec les aliments en fonction du type d'application que l'on va faire. Solution à traiter, donc là, ça va dépendre beaucoup de la nature de l'aliment. Il peut y avoir des problèmes liés à l'hydrodynamique si par exemple le produit est très visqueux, ça peut être très difficile à passer. Il faut au moins que le produit soit pompable pour dire, OK, je vais utiliser de l'électrodièse, parce que sinon, ça va poser trop de problèmes. Donc, c'est pour ça que je parle de faible viscosité. Une bonne conductivité, parce que si, par exemple, on n'a pas de conductivité, donc si on n'a pas une charge minérale, c'est comme si vous mettez de l'eau pure dans un système d'électrodialyse, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut qu'il y ait des charges minérales qui puissent migrer d'un compartiment à l'autre pour transporter justement le courant. Et bien sûr, il faut faire attention si on a des cas sur les membranes, mais il y a des façons très très simples à l'heure actuelle de combler ça. Comme par exemple, je vous montrais sur le lactosérum acide. Nous, on a fait tout simplement une préconcentration du lactosérum acide et même doux au départ, et ça nous évite tous les problèmes de colmatage des membranes. Membrane monopolaire, donc la résistance chimique et mécanique forte, faut qu'elle soit résistante parce que selon le type d'application, si on a des pH quand même relativement bas, résistance électrique faible pour limiter la consommation énergétique, bien sûr, mais bon, il y a à l'heure actuelle d'excellentes membranes sur le marché. Aussi voir leur réactivité par rapport à la polarisation de concentration. Donc, si on peut limiter effectivement la polarisation de concentration, parce que elle va limiter le transfert de masse. Membrane bipolaire, à l'heure actuelle, elles ont une très bonne durée de vie, mais il faut voir par rapport à des solutions alimentaires. Donc, résistance chimique et mécanique forte, là encore, là, il faut qu'elle soit très résistante. Et bien sûr, une résistance électrique faible. Un peu pour conclure, si vous n'allez pas le dé viendra à vous. Ça, c'est un système d'électrodialyse qui est développé, qui a été développé. Ça, c'est pour la stabilisation tartrique du vin, donc c'est pour le traitement du vin. Donc ça, en fait, c'est pour les vignobles qui n'ont pas les moyens de se payer un électrodialyseur tout au long de l'année. Donc tout simplement, ils font venir ce genre de camion avec un électrodialyseur et ils font déminéraliser en partie leur vin pour qu'il soit plus stable, pour ne pas qu'il y ait de dépôts tartriques dans leur vin au cours de la conservation. Donc ça s'est développé beaucoup, puis ça permet effectivement de partager, on va dire, le système ou cette technologie-là pour quelqu'un qui n'est pas capable de l'avoir à long terme. Mais pour les grosses compagnies, je sais, les grosses compagnies laitières, eux, ont des systèmes d'électrolyse chez eux, puis ils vont très très loin. Je suis allé récemment au Danemark, là chez Arla. Je pense qu'ils doivent avoir 5 ou 6 systèmes d'électrodialyse chez eux là, pour différentes applications. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui est commun. Donc tout ça, là, on travaille énormément, comme je vous le disais tout à l'heure, sur toute la partie économie circulaire, réutilisation des produits, coproduits, création de nouveaux produits. Donc ça, c'est ce que je fais à l'heure actuelle dans le cadre de ma chaire de recherche sur la valorisation intégrée des coproduits. Donc, on travaille aussi bien sur le lactosérum, donc avec différentes compagnies. Donc, on travaille à la fois dans le secteur viande, dans le secteur du jus de fruits, dans le secteur du lait lactosérum et aussi dans les protéines végétales pour essayer d'obtenir des nouveaux produits. Comme dans le cas, par exemple, ici, des jus de fruits, c'est du jus de canneberge duquel on a retiré les acides organiques. Donc, c'est un jus qui est beaucoup plus doux, organoleptiquement bien meilleur et aussi qui pose moins de problèmes intestinaux et donc et qui a aussi d'autres qualités. Donc ça, c'est des exemples. Pareil, au niveau de la viande, bah, c'est la réutilisation du sang pour produire des peptides, bah, des hydrolysats qui ont des effets antimicrobiens. Ce qu'on a fait aussi là sur sur le lait. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous y pensez plus tard, bah, n'hésitez pas si vous voulez me contacter. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. C'était super intéressant. Oui. Ouais, Est-ce que est-ce que vous avez des questions?
Non? C'était très clair, donc personne n'a de questions. C'est pour ça. Tant mieux, si c'était clair, c'est le but. Je n'ai Oui, pas eu, mais donc, c'est précis, c'est bien présenté. Bonne vulgarisation, merci. oui, merci beaucoup. Donc, Merci. je vais vous, je vais vous inviter à la prochaine causerie qui est au mois d'avril. Donc, la prochaine causerie, c'est le 21 avril, donc de 13h30 à 15h30, pardon, à 15h. Puis ça va être, le titre, ça va être l'après-clare, quand des solutions brevetées Sanimark redéfinissent les standards. Donc, on va être en présence de Dominique Santerre. Donc, je vous vois à la prochaine causerie. Donc, merci encore, docteur Bazinet. C'était super intéressant.